à chacun d'entre vous et bienvenue au Pinot avec un temps infernal. C'est pas possible d'avoir un temps comme ça pour faire une émission aussi sympa. C'est pas juste, j'ai envie de vous dire. Voilà, bienvenue à Arnaud Pellabeuf, colonel commandant groupement de gendarmerie qui dans quelques secondes va venir s'asseoir à côté de moi. Voyons, sanctification républicaine pour cette voiture. Hein. En un mois, on aura eu monsieur le préfet et le colonel commandant le groupement de gendarmerie. Si c'est pas beau ça. Avec lui, on va revenir sur son parcours. Il a notamment fait 3 séjours de plusieurs mois en Afghanistan. Il a été à Vannes, il a fait l'école de guerre, ce qui le destine à des fonctions plus, à un moment ou à un autre. Et puis c'est un homme de terrain. C'est d'ailleurs la première décision qu'il a prise en arrivant, c'est de dire « Moi les gendarmes, je veux qu'on les voie, je veux qu'ils soient sur le terrain ». Et ça, c'est une très bonne idée. Avec lui, on va aller à Sainte-Gemme-la-Plaine dans un musée militaire d'un particulier. On a déjà fait des émissions là-dessus. Vous allez voir, c'est sympa. On va avoir l'occasion d'échanger tout à fait en profondeur, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça va, mon colonel? On n'est pas en sucre, hein? Non. Alors on se tutoie parce qu'on se connaît, voilà, c'est comme ça, dans la vraie vie. On connaît un peu les gens. Ah, t'es trempé, évidemment. Ouais. Évidemment. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va directement dans la voiture, on va rentrer dans le détail de ton parcours. D'habitude, on a un petit temps à l'extérieur, mais là, c'est déjà pas mal. Je suis d'accord avec le programme. On est d'accord avec le programme. Hop, en avant. Ma première question, en fait, c'est là d'ailleurs, j'y ai pensé tout de suite, je me suis dit, quel effet ça t'a fait la première fois que tu as revêtu l'uniforme? Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Tu devais avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans? Alors j'ai revêtu l'uniforme même à l'âge de 13 ans en fait, parce que j'avais une année d'avance, c'est que je suis rentré en seconde au Prytanée national militaire. Ah oui, c'est vrai que t'es un petit gars du bahut. Et on était en tenue, alors c'était pas la tenue militaire telle qu'on l'imagine, mais en attendant on portait un treillis bleu marine et puis on avait une tenue de sortie qui ressemblait à celle des collégiens anglais là, et c'était une grande fierté. Je suis une famille de militaires. Oui. Mon père et mes frères étaient passés par le Prytanée de la Flèche aussi, donc quand j'ai revêtu l'uniforme, et ça avait été mon choix de passer le concours pour rentrer dans ce bahut, j'étais tout content. Le jour où j'ai mis un pied en classe préparatoire au Prytanée militaire, donc pour préparer une grande école militaire, et comme je suis littéraire, c'était forcément Saint-Cyr, j'ai fait une hippocagne Cagne. Oui. J'ai su que c'était ça. C'était mon monde, c'était chez moi, c'était ce que je voulais faire, et j'ai été transporté par l'ambiance, par toutes les valeurs qui étaient portées dans cet établissement, et dans la voie qui tout d'un coup, je l'ai su, était la mienne. Pourquoi tu as basculé de l'armée de terre à la gendarmerie? J'ai été choisi par l'arme du train. Alors le train, c'est la logistique militaire. Oui. Oui. Et voilà, c'était parmi les choses qui restaient, c'est ce qui m'attirait le plus pour tout un tas de raisons. Mais ça ne me satisfaisait pas. Alors entendons-nous bien, il n'y a aucun mépris dans ce que je dis. C'est une arme extraordinaire et qui est une arme de service pour le coup, puisque sans la logistique militaire, eh bien, les troupes combattantes n'auront pas la nourriture, le carburant, les munitions, enfin tout ce dont ils ont besoin pour combattre. Donc il y a une certaine noblesse dans ce métier. On ne va pas se mentir, quand on a 20 ans et qu'on est Saint-Cyrien, on n'a pas envie d'aller ravitailler les copains qui font la guerre. On a envie de faire la guerre, entre guillemets, dans le sens où on ne l'attend pas, mais s'il faut aller défendre le pays, c'est plutôt nous que le petit gars d'à côté. Le prestige. Il y a une et puis on s'est engagé pour défendre notre pays. Et donc la bascule? Alors la bascule est liée à ça, parce que j'étais pas totalement satisfait. Alors j'ai travaillé pour la première fois de ma vie en école d'application après Saint-Cyr, quand je me suis spécialisé pendant 1 an dans la logistique. J'ai arrêté de me poser des questions sur ce qui m'intéressait ou pas, j'ai bossé. Et ça s'est très bien passé, je suis sorti 3e des Saint-Cyriens de cette année-là. Et j'ai pu choisir le 1er régiment du train parachutiste, donc ça reste de la logistique, mais avec des avions. On est parachutiste, on porte un béret rouge, une combinaison de saut, on est dans le sud de la France et on charge des avions au lieu de charger des camions, donc c'est plus sympa. Et puis mais les paras là-bas se sentent plus parachutistes que logisticiens, donc il y a un état d'esprit très mili qui était celui que j'étais venu chercher à l'armée et qui me convenait. Néanmoins, après 3 très belles années passées dans cette unité unique dans l'armée de terre à Toulouse,
je me suis dit, mais en fait, c'était génial. Je me suis éclaté en tant que lieutenant. Je suis parti en Afghanistan, en Côte d'Ivoire. J'ai eu mes premières expériences de commandement, qui étaient vraiment ce que j'étais venu chercher dans l'armée. L'aventure, le commandement, etc. Mais je me suis dit, c'est un régiment à spécialité unique. Je suis même pas sûr de pouvoir y rester toute ma carrière. Et j'ai de toute façon pas envie de faire toute ma carrière dans une même voie très spécifique, qui était rigolote en tant que jeune officier, mais que je n'avais pas forcément envie de poursuivre. Et il y avait la gendarmerie, que je connaissais mal, mais du coup je me suis renseigné. Quand j'ai compris quel était le métier, le sens de ce métier, et les temps de commandement qu'on pouvait faire au sein de la gendarmerie, j'ai immédiatement décidé de passer ce concours qui est ouvert aux capitaines des 3 armées et de tenter la bascule. Donc j'ai travaillé sérieusement, j'ai eu le concours et je suis parti à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. J'ose pas dire que c'est la première fois que tu travaillais sérieusement. Alors non, puisque c'était un peu avant en école d'application. Et de ce jour, je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux, comme pourront en témoigner tous ceux qui me connaissent. Bien sûr, bien évidemment. Tu n'as pas regretté ce choix-là, il t'a permis de partir. Alors, en Afghanistan, un gendarme en Afghanistan. On estimait qu'il était temps que les armées progressivement baissent leur engagement pour laisser monter les forces de sécurité intérieure locales. Ça se veut le retour à un état de droit. Alors quand on connaît la fin de l'histoire, ça peut prêter à sourire. À l'époque, c'était pas le cas. Il y avait vraiment cette volonté qu'il y ait un peu moins de combattants et un peu plus de forces de sécurité intérieure pour faire quelque chose qui ressemble plus à la vie normale, où c'est pas censé y avoir des militaires désarmés partout dans les rues. Et donc de ce point de vue-là, quand la France a été sollicitée, c'est évidemment vers la gendarmerie qu'ils se sont tournés, puisqu'on est capable de travailler sur tout le spectre paix-crise-guerre du fait de notre statut militaire. Alors moi, ayant déjà été en Afghanistan, venant de l'armée de terre, ayant fait Saint-Cyr, c'était mon monde. Et d'ailleurs, le mandat avec lequel je suis parti en Afghanistan, c'était celui de la brigade parachutiste, à l'été 2011, brigade parachutiste, dont je dépendais quand j'étais dans mon régiment de l'armée de terre. Donc je connaissais bien. Et donc la vocation, c'était celle-ci. Nous étions appelés à mentorer, c'était le terme qui a été choisi, les policiers afghans dans la zone de responsabilité française. Justement, c'était une zone de guerre. Tu as connu la peur, tu as connu l'angoisse, tu as connu des sentiments un peu difficiles? Oui, on est vite confronté à ses limites. Alors, on s'y prépare, hein, toute notre formation nous y prépare. Mais moi, j'avais encore une vision un peu idéaliste du truc où le chef, il n'a pas peur. Et j'ai fini par découvrir ce que je savais déjà intellectuellement, mais que je n'avais pas vécu, que si, le chef, il a peur. Après, c'est une peur qui ne doit pas être bloquante, et puis qui doit être maîtrisée, et qui doit effectivement ne pas se montrer. C'est pas une faute professionnelle que nos subordonnés voient nos faiblesses. De toute façon, on est observé, on est scruté, et je pense qu'ils nous connaissent parfois mieux qu'on ne se connaît soi-même. Il n'empêche que dans les moments compliqués, les regards, c'est une réalité, se tournent vers le chef, et qu'on a plutôt intérêt à montrer un visage serein. Je crois que j'ai réussi. C'était difficile. Ouais, c'est un combat sur soi-même. Il y a quelques nuits où j'ai pas dormi avant de partir en opération, et je me demandais quelle tête j'aurais à 3h du matin quand on allait se lever pour partir de nuit sur des opérations où on savait qu'on allait être pris à partie et être sous le feu ennemi. Voilà, et puis ça s'est fait, et bien fait. Et quand tu en parles avec une petite étincelle dans la voix quand même. C'est-à-dire que c'est des moments qui sont d'une force incroyable et qui laissent un souvenir un peu nostalgique. Enfin, c'est paradoxal. Mais oui, c'est très juste. C'est exactement ça. C'est des moments qu'on est venu chercher. Encore une fois, les militaires, ils savent ce que c'est que la guerre, et donc ils ne la recherchent pas, bien au contraire. Néanmoins, une fois que ça arrive, c'est notre mission, et plutôt que de passer notre vie à s'entraîner, on est content d'aller un peu se confronter à la réalité, à cette réalité. Et c'est un peu l'épreuve du feu, au sens propre comme au figuré. C'est un peu celle qu'on attend, en se demandant est-ce qu'on va être digne de commander les personnes qui ont été placées sous notre autorité, et est-ce qu'on va être digne de l'image qu'on se fait de soi-même. Donc c'est des missions, évidemment, il y a une force, une camaraderie qui se forge dans l'épreuve, dans l'angoisse partagée, dans les périls partagés, et qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait. Donc on ne la recherche pas, mais de la vivre, oui, ça a été la plus grosse expérience de ma vie de militaire.
que ce soit militaire de l'armée de terre, militaire de la gendarmerie. Ça m'a été offert par la gendarmerie, ce qui m'a surpris le premier, mais au milieu de mes camarades de l'armée de terre dont j'étais issu et avec lesquels on a pu travailler au quotidien et partager tout ça. Ouais. Donc oui, c'est une expérience folle. Donc il y a forcément une certaine nostalgie de ces moments paroxystiques où quand on risque notre vie, au final, elle n'en a que plus de saveur à partir du moment où on s'en est sorti. On se rend compte de la réalité des choses qui nous entourent, à laquelle on ne fait pas forcément attention au quotidien, puisqu'on est plongé dedans et que tout va bien. Tu as choisi, alors vas-y, le nom du groupe de musique, parce que moi je ne peux pas y arriver. Alors le groupe, c'est les Dropkick Murphys. Oui, pourquoi tu as choisi ce morceau-là? Parce que je l'écoute souvent, parce que je suis un grand fan de musique celtique et de toute cette ambiance de pub irlandais ou écossais. Et voilà, que ça réunit beaucoup de choses. C'est une chanson sur la Première Guerre mondiale en plus. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle et c'est... je suis avec des bons camarades dans un pub. Très bien, très bien. C'est très imagé pour toi. C'est voilà, très bien. Écoute, on va pas parler de la Première Guerre mondiale, peut-être un peu de la Seconde Guerre mondiale. On va chez Christian Bernard à Sainte-Gemme-la-Plaine. Christian Bernard a un musée militaire qu'il s'est constitué lui-même depuis des années. D'accord, au fond de son jardin. Tu vas voir, moi je connais déjà, je trouve ça superbe. C'est un beau lieu et que tu ne connais pas. Non, je ne connais pas, j'en entends parler pour la première fois. Donc voilà, on va chez lui et on va aller faire un petit tour et continuer à échanger après avoir écouté Dropkick Murphys. And did you leave a wife or a sweetheart behind? In some loyal heart is your memory enshrined. And though you died back in 1916, to that loyal heart you're forever 19. Or are you a stranger without even a name, forever enshrined behind some old glass pane? Mon colonel, est-ce que tu te sens dépositaire? Alors on est dans un lieu d'histoire. Est-ce qu'on se sent dépositaire quand on est militaire d'une histoire, d'un patrimoine, et a fortiori quand on est officier supérieur? Oui. Je suis un militaire français. Je défends pas n'importe quel pays, mais la France ou ses intérêts, la population française. Et évidemment, la phrase est pas de moi, elle est connue, mais on est des nains juchés sur les épaules de géants. Donc tous nos anciens qui nous ont précédés dans les différentes batailles menées par la France ou même dans sa protection au quotidien. Ouais. Et oui, on est dépositaire de leur héritage et tout ça ne nous appartient pas. On n'est que de passage. Il y en a eu beaucoup avant nous et il y en aura beaucoup après nous. Donc c'est à la fois porteur, c'est en même temps ça oblige. Tu as des figures, toi? Des figures militaires? Oui. On a tous notre panthéon de héros, mais j'ai une affection particulière pour Tom Morel, qui, comme pour beaucoup de jeunes officiers, a été une figure du maquis des Glières, qui est une magnifique figure d'officier français. Et puis, évidemment, je suis officier de gendarmerie. En contemporain, il y a Arnaud Beltrame. J'ai fait peindre une fresque... Oui. Dans la caserne de La Roche, à son effigie, à sa mémoire, qui est une figure qui me... Tu ne serais pas allé que j'y serais allé tout seul parler d'Arnaud Beltrame. C'est vraiment, parce que je sais que nous, dans d'autres cercles, on en a parlé en privé, il t'édifie, cet homme-là t'édifie vraiment. Oui, complètement, oui. Il est allé jusqu'au bout de son engagement, le don de sa vie. Et le truc pour moi est tranché. Hein. Les gens disent, il y a des gens qui disent qu'il s'est sacrifié. D'une certaine manière, oui, il était parfaitement conscient des risques qu'il prenait, mais il n'y est pas allé pour se faire tuer. Il y est allé pour... déjà, la première chose, c'était sauver l'otage et faire que ce soit lui qui soit en danger et pas un civil. Oui. En revanche, il était là pour se battre et essayer de vaincre l'ennemi. Donc ça s'est mal terminé et il savait, il était en pleine conscience de ce risque-là. C'est ce qui rend le geste beau, mais c'est pas l'agneau qui va à l'abattoir. Oui. Et en cela, c'est une magnifique figure d'officier parce que c'est le sacrifice suprême au profit de la population, parce qu'on est là pour la protéger. Tout y est. C'est un geste chevaleresque. Bon, ça a été dit 1000 fois, mais moi, j'en suis intimement convaincu. Je le connaissais pas. Hein. Oui, tu n'as jamais eu l'occasion de le rencontrer.
qu'on ne dit pas assez, c'est que voilà, vous êtes au cœur de vous êtes des réceptacles de toute la détresse humaine, en fait. Alors les gendarmes sont des régulateurs sociaux, très clairement. Régulateurs sociaux. Ouais, le terme est un peu oui. techno, mais il correspond à une certaine réalité. Je dis souvent à mes gendarmes que parfois on peut perdre le sens de la mission. On est pris dans le quotidien, l'empilement des missions. On est les derniers à être partout en service de l'État. Donc parfois on essaye de nous faire des trucs qui sont pas tellement de notre ressort. Puis les gens viennent nous voir pour tout et n'importe quoi. Bon, on est aussi là pour ça. Après, il faut faire le tri. En revanche, à cause de tout ça, parfois, les gendarmes peuvent se dire... on ne sait plus tellement à quoi on sert, puisqu'on fait tout et n'importe quoi. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, mais qui peut être le ressenti. Moi, j'ai l'intime conviction que si j'enlevais les gendarmes de la rue pendant 24 heures, 48 heures. 48 heures, on reste dans nos casernes, on ne répond plus aux 17, on ne patrouille pas, on ne fait rien, on n'intervient pas. Même ici, en Vendée, c'est le retour à la barbarie. Je suis sûr. Première 24 heures, c'est les malfrats qui vont commencer, qui vont se rendre compte qu'on ne vient plus et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais dès le deuxième jour, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est les haines recuites de voisinage, les vieux trucs. Et puis les gens, s'il y a une loi, mais s'il n'y a personne pour la faire appliquer, je ne crois pas au mythe du bon sauvage. Ouais. On serait tous retour à l'état de nature qui n'est pas forcément celui d'une personne saine. Ouais. Donc les gendarmes, leur action au quotidien, c'est qu'en fait, ils empêchent, on dit qu'il n'y a plus la peur du gendarme, c'est pas vrai. Il y a plus d'incivilité, il y a plus de violence, c'est plus compliqué, il y a moins de respect, etc. Mais il n'empêche qu'on est là et que si on n'était pas là, je pense que tous ceux qui nous pointent du doigt nous appelleraient vite, ouais. Et seraient les premiers à pas comprendre pourquoi on n'est pas là. On dit que commander un groupement, c'est un Graal pour un gendarme. Oui. Et ce sera ma dernière question, pour aller dans le fond et dans le sens. C'est quoi un bon chef ? C'est quoi un bon chef, mon colonel ? La question elle serait plutôt à poser à d'autres que moi. Comment tu essayes d'être un bon chef ? Voilà, on va la poser différemment alors. Alors, j'essaye d'être un bon chef, c'est de façon assez simple en fait. C'est comment est-ce que moi j'aimerais être commandé ? C'est dans des situations, on se dit, moi, mon chef, comment j'aimerais qu'il réagisse ? Et je fais pareil. Puis j'ai croisé tout un tas de chefs dans ma carrière qui m'ont marqué en bien, en mal. J'essaye de reproduire ce que j'ai apprécié chez ceux qui m'ont marqué en bien et puis de ne surtout pas reproduire ce qui m'a marqué chez ceux qui m'ont fortement déplu. Ouais. À partir du moment où le premier truc, c'est quand même être compétent. On est là pour faire un métier, on doit le faire bien, il y a des enjeux énormes derrière, c'est même au bout du bout des questions de vie ou de mort, donc on n'a pas le droit d'être mauvais, hein, voilà, donc on doit faire de son mieux et puis évidemment être compétent. Et une fois qu'on a cette compétence, elle ne suffira pas. C'est un métier humain. La gendarmerie, son slogan, c'est une force humaine. Le chef, il doit montrer l'exemple, il doit être présent, il doit assumer ses responsabilités, il doit être à la tête d'ailleurs de ses troupes lorsque la situation le nécessite. Il doit donner des réponses et il doit mettre de l'humain dans tout ça. On peut commander en étant compétent dans son domaine et puis en donnant des ordres, mais le but, c'est évidemment de susciter l'adhésion et d'emmener tout le monde, de donner un cap. Le chef, il donne un cap. Mais on a des tas de missions, il faut être capable de fixer des priorités, etc. Donc le chef, il est compétent, il est humain. Il est humain, ça veut dire que c'est ça, il cherche à susciter l'adhésion sans démagogie. Puis la fermeté n'est pas exclue non plus quand il le faut. Mais voilà, et du coup, en disant ça, on en arrive à peut-être la troisième notion du bon chef, en tout cas celui que nous aspirons tous à être, il est juste. Ce qui n'est pas de ce monde. Mais on essaye de prendre en compte tous les paramètres vis-à-vis de nos subordonnés, de ceux qui sont confiés à notre autorité, pour pouvoir estimer une situation et faire les choses de la bonne manière. En fait, nos subordonnés, ils connaissent leur boulot, ils l'aiment, ils le font bien. Et ils ont le droit d'avoir des chefs qui leur donnent le cap, qui sont à leur côté, qui les protègent. Et pour pouvoir justement, et qui font en sorte que dans leur environnement, ils puissent se concentrer sur leur travail sans être emmerdés par des conneries. C'est dit. Merci Arnaud, merci infiniment mon colonel. Merci Hervé. Commandant le groupement de gendarmerie d'être venu ici à Sainte-Gemme-la-Plaine au musée militaire de chez Christian Bernard. Vous n'hésitez pas, vous lui passez un petit coup de fil et il le fait visiter, c'est gratuit et c'est un univers merveilleux que vous pouvez découvrir. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut.